16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, journaliste, reporter de guerre pendant 15 ans, fondateur de l'Institut de recherche sur les sciences extraordinaires et du magazine Inexploré, concepteur et présentateur de la série de documentaires Enquête extraordinaire sur M6. Réalisateur et écrivain également, Stéphane Alix vient nous parler de son 15e ouvrage sorti aujourd'hui, La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité. C'est aux éditions HarperCollins, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de ce livre que je viens de citer, La mort n'existe pas. Et alors, forcément aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial et j'ai une pensée pour un journaliste que j'estime immortel, à mon sens, qui a marqué toute une génération de journalistes que nous sommes, et je pense bien sûr à Jean-Pierre Elkabbach, que j'ai eu le bonheur bien sûr de croiser à de nombreuses reprises au cours de ma carrière, mais qui dans l'intime a grandi à Oran avec mon grand-père, je tenais à le dire, c'était un mensch du journalisme, et donc nous lui rendrons hommage notamment demain soir, jeudi 5 octobre à 21h, dans une rediffusion de l'émission de Frédéric Aziza, Les Enfants de la République, où il était invité, une émission à retrouver également en podcast sur radioj.fr et sur YouTube, et bien sûr sur nos plateformes. Alors, Stéphane Alix, on va bien sûr longuement parler de ce livre qui retrace une investigation scientifique d'une part, mais aussi une exploration personnelle et spirituelle que vous avez explorée, et donc cela creuse cette envie de découvrir qui vous êtes en plus de ce que vous faites. Mais tout d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Ténacité, radicalité et joie. Radicalité et joie. On va voir si ça colle tout au long de cette émission. Et pour démarrer, le début, toujours le début. Stéphane Alix, vous êtes né un 1er août dans les années 60 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes le fils de Jean-Pierre Alix, professeur de géographie et artiste peintre, et de Claude Berbottino-Alix, artiste sculptrice. Aujourd'hui, notamment après la publication d'un livre qui s'intitule Nos âmes oubliées, vous livrez une partie de votre vie sans phare et avec, je l'imagine, un peu de douleur dans ce genre de livre, avec du recul, un peu de travail, peut-être même beaucoup, je crois. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Vous évoquez ce livre dans lequel je raconte effectivement ma découverte très tardive d'un inceste que j'ai subi dans la petite enfance. La seule chose que j'ai envie d'en retenir, c'est quelque chose que j'ai lu dans les travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience. Il explique en substance que les enfants peuvent traverser des choses abominables, mais si dans leur entourage, il y a ce qu'on appelle un sponsor positif, quelqu'un qui va les amener vers autre chose, ils peuvent toujours s'en sortir et justement développer cette résilience. Et moi, mes parents, ma mère et mon père ont été ces sponsors positifs. Ils ont montré à mon égard beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de confiance aussi. Et c'est grâce à eux que j'ai pu être résilient et devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Alors il y a eu dans cette enfance cette petite part, souvent quand on grandit et on se souvient avec recul de certaines choses que l'on a vécues, une part de déni que vous allez au cours de votre carrière décortiquer de plusieurs manières et sur plusieurs choses, et on va en parler dans cette émission. Mais d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'un psychonaute ? Un psychonaute, c'est un terme utilisé notamment par le psychiatre Stanislav Grof pour désigner une personne qui explore les différentes dimensions de la conscience. On va voir dans cette émission que cela a une importance. Ce qui vous force forcément à être à l'écoute de vous-même, c'est qu'il va se passer plusieurs choses dans votre vie, et notamment de tout petit. Donc de l'intérieur, vous avez envie de travailler. Il y a quelque chose qui vous anime et que vous essayez de comprendre depuis toujours, chez vous et ailleurs, finalement. On va le voir au cours de votre carrière. À l'âge de 19 ans, sans bac ni formation particulière, vous décidez de partir, de devenir reporter de guerre. Vous rejoignez l'Afghanistan. On est en 88, Exactement. je crois savoir. C'est un de vos objectifs dans la vie, de partir avant 20 ans, notamment dans ce pays qui peut-être vous fascine, vous allez nous le dire. Mais vous partez sans idée préconçue au départ, vous êtes très actif là-bas et vous allez en retirer plusieurs ouvrages. Carnet afghan, Afghanistan aux sources de la drogue, Afghanistan, vision d'un partisan. Qu'avez-vous appris d'une part du pays, mais aussi de vous-même ?
j'ai appris une chose essentielle parce que je suis parti là-bas effectivement sans avoir fait aucune étude de journalisme. Je me suis décrété grand reporter en partant sur le terrain. Et ce que j'ai constaté là-bas qui m'a vraiment marqué, qui me porte encore aujourd'hui dans mon activité de journaliste, c'est que le monde est fait de plein de réalités différentes. Il n'y a pas une réalité qui serait universelle et auquel devrait se conformer l'ensemble de notre planète. Il y a des contextes différents, il y a des réalités différentes. Et en passant plusieurs mois dans le maquis afghan auprès de ces combattants qui luttaient contre l'occupant soviétique, j'ai découvert un autre monde, une autre réalité qui était autant pertinente que celle dans laquelle je venais. Et mon boulot de journaliste, c'était pas d'essayer de projeter mes croyances sur cette réalité, c'était d'essayer d'entendre cette réalité et d'en rendre le maximum de justesse à travers mes articles, mes reportages. D'autres voyages vont ponctuer votre métier de journaliste terrain pendant près de 15 ans jusqu'en 2001. Vous interviewez même le Dalai Lama, nous sommes en novembre 89 et vous faites notamment une rencontre en Inde qui va pour la première fois vous faire vous questionner encore une fois sur cette réalité et vous allez traiter une question qui va nous suivre dans cette émission sur un autre sujet. Puisqu'il y a une vie ici, pourquoi pas ailleurs ? Oui, c'était une rencontre assez cocasse en fait. Je faisais l'interview d'un jeune lama tibétain qui s'appelle le Karmapa, qui était la plus haute autorité du clergé tibétain bouddhiste encore sur le sol du Tibet et qui s'est échappé à la fin de l'année 99 pour réapparaître en Inde. Il est parti en exil et donc j'ai réussi à avoir une interview avec lui en avril 2000. Et je commence l'interview en interrogeant quelqu'un sur ses motifs, pourquoi il s'est échappé du Tibet, etc. etc. Et en fait, ce jeune garçon qui a 14 ans à l'époque me met dans une situation très inconfortable parce que je suis face à lui dans le monastère où il est réfugié à Dharamsala. Il y a une espèce d'intensité dans cette pièce que je n'arrive pas à m'expliquer. J'ai interrogé le Dalai Lama, vous l'avez dit, j'ai interrogé d'autres personnes assez connues, mais jamais je n'ai ressenti une intensité aussi inexplicable. Et pendant l'interview, non seulement il répond pas à mes questions, mais il commence à me parler d'autres êtres qui habitent dans l'univers, à tel point que j'ai l'impression qu'il se moque de moi, mais en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je sors de l'interview complètement désarçonné en me disant, voilà, ce type a joué avec moi, je comprends pas pourquoi. Et en fait, 1 an après, mon frère décède et ça va marquer mon début de désir d'enquêter sur des sujets qui, a priori, sont dans notre monde, dans notre société, classés comme non pertinents pour l'enquête, des sujets classés de façon un peu péremptoire en surnaturel ou paranormal. Et ça a marqué effectivement le début de 20 années d'investigation folle. Pour le premier sujet, vous allez sortir un ouvrage, Extraterrestre, l'enquête. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais je serais très curieuse de vous questionner sur le sujet. Et comme vous venez de l'indiquer, Stéphane Alix, en août 2000, vous créez l'antenne afghane de la Société des explorateurs français à Kaboul. Et c'est lors d'un de ces voyages avec votre frère Thomas, Simon, Natacha, Vadim, un logisticien et 2 Afghans, qu'il se passe quelque chose de terrible. Nous sommes le 12 avril 2001. Thomas, 30 ans, votre frère meurt d'un accident de voiture en Afghanistan et c'est cette date qui va finalement changer le cours de votre vie à jamais. Ah oui, définitivement, oui. On quittait Kaboul dans cette période extrêmement compliquée et agitée parce qu'on travaillait sur le patrimoine archéologique afghan. Quelques semaines auparavant, les autorités talibans avaient décrété la destruction des 2 statues géantes qui étaient dans la vallée de Bamiyan. Donc on est dans une situation tendue, compliquée. C'était 6 mois avant le 11 septembre. Et voilà, 4 personnes de l'équipe ont été tuées dans un accident de voiture idiot, dans la voiture qui était derrière la mienne. Et ce moment a évidemment marqué pour moi un moment d'une brutalité sans nom et d'interrogation. Parce que voilà, accompagner son grand-père au seuil de la mort, ça reste quelque chose de l'ordre de la normalité, même si c'est déchirant. Mais voir son frère tué comme ça de façon arbitraire à 30 ans, il y a quelque chose qui me semble illogique, voire injuste. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il était plus question de reprendre ma vie comme avant, de continuer à faire mon métier de reporter. Je voulais, je savais pas trop ce que je voulais d'ailleurs, mais je pense que je voulais essayer de comprendre et de mettre du sens sur ce qui s'était passé. Et ma seule compétence, c'est celle de journaliste, de questionner. Donc j'ai commencé à aller questionner des médecins, des chercheurs, des neuroscientifiques sur qu'est-ce qu'on sait de la mort. Et ça a marqué le début d'une grande aventure parce qu'à la grande différence de ce que je pensais, c'est pas des certitudes que j'ai trouvées auprès du monde scientifique, c'est plutôt des grands questionnements et des grands doutes.
Donc tout d'un coup, l'hypothèse que la vie après la mort soit une hypothèse crédible et investigable est devenue très solide. Vous allez même fonder l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, consacré à l'étude des expériences humaines inhabituelles, telles que les expériences de mort imminente. En quoi consiste cette institution et comment vous travaillez au quotidien, ce qui nourrit aussi ce livre-là dont nous parlons, qui s'appelle « La mort n'existe pas » aux éditions HarperCollins. Ce qui motive la création de cet institut, c'est que ces expériences se produisent. On ne peut pas faire comme si ça n'arrivait pas, on ne peut pas faire comme si des milliers, voire des centaines de milliers de personnes vivaient, par exemple, ce type d'expérience de mort imminente, mais il y a bien d'autres types d'expériences de toutes sortes, notamment dans les périodes de deuil, des gens qui pensent voir leur proche défunt leur apparaître, ou sentir un souffle de vent, sentir une caresse sur l'épaule. On vit dans une société qui se prétend rationnelle et qui pourtant ferme les yeux à dessein sur une quantité astronomique d'expériences qui se produisent quotidiennement tout autour de nous. Donc au début, l'INRES, c'était plus un projet. D'ailleurs, j'en avais discuté avec David Savant-Schreiber, qui était un ami qui m'avait soutenu dans cette démarche. L'INRES avait pour vocation de réunir des psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes qui s'intéressent à l'extraordinaire, qui ont développé ou qui connaissent les outils cliniques qui permettent de travailler de façon sérieuse et avec discernement sur cet extraordinaire pour créer un espace bénévole d'accueil et d'écoute de l'extraordinaire, pour que les gens qui vivent une EMI, qui ont l'impression de voir un fantôme ou des choses comme ça, puissent appeler un service avec des vrais psys qui soient outillés pour leur répondre sans leur dire « oui, c'est dans votre tête », mais en les écoutant. Et puis progressivement, moi je reste journaliste dans l'âme, c'est mon ADN, et je me suis aperçu qu'au-delà de ce service d'accueil bénévole auprès de témoins, il y avait aussi une nécessité d'informer le grand public sur cet extraordinaire, sur les recherches qui existent, sur tous les travaux de scientifiques dans le monde entier. Et j'ai développé différents médias. J'ai lancé le magazine Inexploré qui est en kiosque. On a développé des circuits de conférences, un site internet extrêmement fourni. Et aujourd'hui, l'INRES est une plateforme multimédia très très puissante avec toutes les références que l'on peut essayer de vouloir trouver sur l'extraordinaire au sens large. Sur le plan scientifique, on va démarrer par cela, Stéphane Alix. Les expériences d'EMI, expériences de mort imminente, ont commencé à faire parler d'elles au milieu des années 70 aux États-Unis. Vous en parlez beaucoup. Vous parlez notamment dans ce livre d'un jeune médecin, docteur en philosophie du nom de Raymond Moody, qui lui a commencé à recueillir ces témoignages. Et il y en a qui se sont succédés comme ça, avec pas mal de choses assez dingues, des similitudes entre toutes ces histoires qui étaient frappantes. Et je tiens quand même à les détailler parce que certains de nos auditeurs vont peut-être sentir le frisson, la sensation de sortir de son corps. Il y en a d'autres, la perception depuis une position surélevée avec parfois des détails précis. Pour les personnes inconscientes au moment des faits, il aurait été manifestement impossible de connaître vision de proches de défunts ou d'entités de nature spirituelle. La perception d'une lumière vivante, cette fameuse lumière bleue dont on parle beaucoup. Et je peux donner un exemple tout à fait personnel. Moi, ma grand-mère m'a parlé de cette lumière bleue et puis on en entend parler par d'autres personnes. Des sentiments profonds de bien-être, de baigner dans l'amour, l'impression pour certains de revoir toute leur vie, de traverser une expérience extatique, difficilement descriptible et de pénétrer une autre réalité. Comment vous expliquez tout ça, vous qui avez observé aussi des témoignages de personnes sur le point de mourir qui disaient avoir aussi la sensation de se regarder comme au cinéma? C'est une grande question, c'est la question essentielle. Effectivement, les expériences de mort imminente ont commencé à faire parler d'elles, comme vous l'avez dit, dans les années 70, parce que c'est l'époque où on a commencé à développer des techniques de réanimation qui permettaient de ramener des personnes souffrant d'un arrêt cardiaque. Auparavant, vous aviez un arrêt cardiaque, vous mouriez, c'était terminé. À partir des années 70, on a développé ces techniques, on a tous vu dans les séries comme Urgence, et maintenant, on peut ramener la plupart des gens qui font un arrêt cardiaque. Et à la grande surprise des médecins comme Moody et puis d'autres, sur ces personnes que l'on ramenait d'un arrêt cardiaque qui, a priori, donc n'avaient un cerveau plus irrigué ou très très mal irrigué, 20% d'entre elles, à peu près, disaient n'avoir pas été du tout inconscientes et au contraire avoir été extrêmement conscientes, avoir observé la scène du dessus, comme s'ils étaient dans un coin du plafond, si on tentait de les réanimer dans un bloc opératoire, ou observer la scène s'ils étaient impliqués dans un accident. Et au début, on ne savait pas, et on ne sait toujours pas comment expliquer ces expériences, parce que le cerveau, qui est censé fabriquer notre conscience et soutenir toutes nos activités conscientes, est manifestement dans un état de souffrance quand il n'est pas complètement arrêté lors de ces expériences. Il y a une anecdote sur un dentier, et j'ai envie que vous nous en parliez. Oui, cette anecdote, ça fait partie d'un des témoignages qui est assez connu, parce qu'il a été publié dans la revue médicale The Lancet, dans l'étude qui est la plus grande étude qui a été publiée sur le sujet, conduite par le docteur Pim van Lommel, qui est un cardiologue hollandais, que je cite abondamment dans le livre.
C'est une anecdote, mais comme il y en a des centaines, il faut que vos auditeurs sachent que ces histoires, c'est pas des histoires anecdotiques qui arrivent de temps en temps. Ce sont des milliers de témoignages qui parfois sont corroborés, enfin la plupart du temps, par les médecins, les équipes soignantes. Et là, en l'occurrence, c'est un monsieur qui est trouvé inconscient sur la voie publique, qui est amené à l'hôpital en urgence. Il est bleu, il est en cyanosé, il est en train de mourir. On tente de le ranimer au bloc opératoire. Il y a une infirmière qui est présente, qui essaye de l'intuber parce que la procédure de réanimation l'impose. Elle s'aperçoit qu'il a un dentier, donc elle enlève très vite le dentier, elle le pose à côté, elle intube la personne, on continue la réanimation qui dure plusieurs heures et on réussit à stabiliser cet homme. Et finalement, il est envoyé en salle de réanimation, de réveil. Et au bout de quelques jours, il reprend conscience, il se réveille et puis il demande à tout le monde « Mais où est mon dentier ?» Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très âgé et qui souffre d'avoir ses dents en moins. Personne ne sait, personne ne retrouve le dentier. Et puis une semaine après son hospitalisation, l'infirmière qui l'a intubé et qui a participé à sa réanimation revient de congé. Et quand le patient la voit arriver dans sa chambre, il dit « Ah bah c'est elle qui sait où est mon dentier, c'est elle qui m'a enlevé les dents de la bouche. » Et là, il commence à décrire précisément la scène de réanimation qui a été la sienne, pour lequel il n'avait absolument aucun moyen de le savoir, parce qu'il était en défibrillation ventriculaire. Ça veut dire que son cerveau avait une baisse d'activité phénoménale. Dans ces cas de réanimation, à peine 20 à 30% de la circulation sanguine est préservée. Donc, il n'y a plus du tout d'activité cérébrale qui peut soutenir une telle expérience. Et pourtant, cet homme décrivait, comme des milliers et des centaines de milliers de témoins d'expérience de mort imminente, être sorti de son corps et avoir suivi son corps au-dessus jusque dans la salle de réanimation et avoir regardé tranquillement l'équipe soignante en train d'essayer de le sauver. Et des cas comme ça, encore une fois, j'insiste dessus, ils sont loin d'être anecdotiques. Et il a entendu une femme arriver, enfin il l'a vue, cette infirmière qui parlait qui a caché ce dentier, et c'est même lui qui lui a rappelé où elle l'avait mis. Exactement, oui, merci de préciser ce détail. C'est très important. Cette infirmière avait rangé le dentier sur un chariot d'intervention, et le chariot était parti ailleurs, et c'est lui qui lui a effectivement rappelé, vous avez enlevé mes dents de ma bouche et vous l'avez posé sur ce chariot. Et donc effectivement, il a observé. C'est ça qui est intéressant. Moi, en tant que journaliste, j'essaye de m'intéresser à ces phénomènes de façon très rationnelle et cartésienne. Quels sont les éléments que je peux vérifier dans un récit extraordinaire? Est-ce qu'il y a des parties qui peuvent être attestées par des témoins complémentaires? Et c'est le cas de ce type de témoignage. Et il y en a beaucoup. Et vos questionnements, bien évidemment, que vous posez dans ce livre, ils sont soulevés et même ils posent des interrogations aux scientifiques, je veux dire, qui commencent à s'intéresser de plus en plus au sujet. Alors, comment la science et les médecins, eux, ils expliquent ce phénomène, puisque vous les avez interrogés, Stéphane Alix? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui s'y intéressent vraiment. Donc, la plupart des médecins qui, entre guillemets, expliquent ces phénomènes sortent des hypothèses faciles, mais qui n'ont jamais essayé de confronter à la réalité un témoignage, qui n'ont jamais interrogé un témoin, qui n'ont jamais bossé sur le sujet. Donc, ces explications, c'est ça doit se passer dans le cerveau, ça doit être une forme d'hallucination, ça doit être une forme de rêve. Quand les médecins se penchent vraiment sur le sujet et essayent de travailler dessus, toutes ces hypothèses volent en éclats parce que l'expérience comporte un certain nombre de caractéristiques qui ne peuvent pas s'expliquer par exemple, l'expérience du professeur Van Lommel qui a été publiée dans le Lancet permet d'écarter justement l'hypothèse que, par exemple, la médication soit impliquée dans ces expériences, qu'une forme de rêve, une forme d'hallucination, une forme de reconstruction a posteriori, et puis expliquer ces expériences. Pour les chercheurs qui travaillent véritablement sur le sujet, ces expériences posent une question fondamentale. Le cerveau, déjà en état de veille, en état de fonctionnement tel que le vôtre et le mien fonctionnent actuellement, n'est pas capable des capacités et des perceptions dont font preuve les expérienceurs de mort imminente, et encore moins si on était en arrêt cardiaque ou en défibrillation. Les scientifiques parlent d'une anomalie. C'est le terme qui est employé en science pour désigner une observation que l'on constate, mais qu'on n'arrive pas à expliquer selon les modèles en vigueur aujourd'hui. Et c'est comme ça que la science avance. La science est confrontée en permanence à des anomalies. La science, c'est une grande machine d'interrogation qui se remet en question fondamentalement tout le temps. C'est pas un espace de certitude. Et autour de nous, dans toutes les disciplines scientifiques, que ce soit en biologie, en astrophysique, en neurosciences, il y a toujours des choses bizarres qui se passent. Il y a des observations que l'on fait qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc on refait des expériences, on refait l'expérience. Parfois on s'aperçoit qu'on s'est trompé et que finalement ce que l'on a obtenu était une erreur, mais parfois on continue à observer une anomalie. Et c'est en essayant de comprendre ces anomalies que finalement on remet en question les grandes théories. Par exemple, la physique quantique qui est aujourd'hui éminemment admise est partie d'une anomalie qu'a observé Max Planck dans son laboratoire où il faisait une expérience. Il a observé que la lumière qui devait se dégager d'un
d'un instrument sur lequel il travaillait ne devait pas se dégager comme il l'observait. Et plutôt que de dire, bon, j'ai dû me tromper, c'est pas intéressant, il a essayé de comprendre si véritablement ce qu'il observait était la réalité. Et ça lui a donné l'intuition de modéliser les fondements de la physique quantique. La science avance grâce à ces anomalies. Donc les expériences de mort imminente et toutes les expériences aux frontières de la mort que j'évoque dans le livre sont des anomalies qui nous permettra peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, d'avoir une vision de la conscience beaucoup plus élargie que celle que l'on a aujourd'hui. Mais il y a tellement de témoignages, Stéphane Alix, que vous citez dans ce livre. Il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Je trouve fou que les scientifiques eux-mêmes ne se planchent pas plus que ça sur le sujet. Oui, mais je pense que vous savez, les scientifiques sont des êtres humains comme les autres et parfois 1000 intérêts, 1000 raisonnements. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé. On vient de remettre le prix Nobel de physique à Alain Aspect l'année dernière. Il a eu le prix Nobel de physique pour avoir monté une expérimentation en 84 pour montrer la corrélation quantique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'expérimentation, c'est trop complexe. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quand il a eu l'idée de faire cette expérimentation, il était alors jeune thésard. Son directeur de thèse, je lui dis, écoutez, perdez pas de temps avec ça, ça n'a aucun intérêt, c'est purement une question philosophique. Intéressez plutôt, vous, aux applications pratiques de vos outils de physique quantique, plutôt que d'aller faire un truc philosophique. Et il a été tenace, il a dit, mais non, j'ai quand même envie de faire cette expérience. Il a fait cette expérimentation, ça lui a permis de prouver la corrélation quantique, et il a eu le prix Nobel pour ça 40 ans après. Donc, les grandes questions, moi aussi, ça me déconcerte, mais il s'avère que les grandes questions philosophiques sont pas d'un intérêt commercial ou de recherche évident pour plein de labos et plein de chercheurs qui préfèrent se consacrer à des applications peut-être beaucoup plus pratiques et utilisables au quotidien. Est-ce que vous pensez, Stéphane Alix, que c'est être trop spirituel de penser qu'il y a quelque chose après la vie ou être spirituel tout court quand d'autres veulent se détacher de tout cela, comme ne pas avoir de religion, par exemple? Pour moi, je distingue vraiment le spirituel du religieux. Pour moi, le spirituel, c'est vraiment une question qui désigne la réalité matérielle, la réalité dans laquelle nous vivons. Le religieux, c'est la façon dont cette spiritualité est organisée, orchestrée pour le partager, pour le transmettre, pour porter les êtres humains qui suivent tel ou tel courant. Mais le spirituel est pour moi la réalité fondamentale de notre monde. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude qui est basée aujourd'hui sur l'ensemble des recherches et des expérimentations que j'ai pu faire. Nous sommes des êtres spirituels. Ça, c'était Teilhard de Chardin qui avait cette formule. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Mais je crois que cette phrase est on ne peut plus juste, car il y a en nous, et c'est ce que mettent en évidence par exemple ces différentes expériences, il y a en nous une dimension de notre conscience qui n'est pas contrainte par le temps, par l'espace, qui n'est pas contrainte par notre activité cérébrale. Et j'en veux pour preuve toutes ces expérimentations, toutes ces expériences qui se produisent à des moments où notre cerveau ne fonctionne pas. Ça, soit c'est des illusions et ça n'existe pas et on a démontré que ce n'était pas le cas, soit ça veut dire quelque chose sur notre conscience qui est profondément bouleversant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Stéphane Alix, pour ce livre sorti aujourd'hui, La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité aux éditions HarperCollins. J'ai tellement d'autres questions qu'on pourrait durer ensemble 1h30 sur uniquement ce livre. On revient également avec nos chroniqueurs Christophe Barbier et Stéphanie Ronchevski. Restez avec nous, c'est le rappel des titres sur Radio J. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel du titre avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Le ministre israélien du Logement prévient, il démissionnera si le projet de loi sur l'exemption du service militaire des Haredim est retardé. Si la plupart des Haredim ne sont actuellement pas en poste au sein de l'armée israélienne, la question de leur service militaire reste encore non définie par la loi. La police israélienne a arrêté 5 juifs ultra-orthodoxes soupçonnés d'avoir craché sur des chrétiens à Jérusalem. Le chef de la police de la ville a ordonné la formation d'une équipe d'enquête spéciale dédiée à ce phénomène grandissant.
À partir du mois prochain, nous allons devoir refuser du monde pour la première fois. C'est une annonce choc faite par un responsable des Restos du Cœur il y a quelques minutes. L'association n'est pas dimensionnée aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas et pour accueillir plus d'1 million de personnes, a déclaré son délégué général en audition devant l'Assemblée nationale. J'ai demandé à l'ensemble des opérateurs de transport de publier des données sur les cas recensés et avérés de punaises de lit tous les 3 mois, annonce Clément Beaune. Le ministre délégué au transport a rencontré les principaux opérateurs et associations d'usagers sur cette question ce matin. Enfin, cela faisait plusieurs mois que les Israéliens l'attendaient. Bruno Mars sera en concert ce soir à Tel Aviv devant plus de 60 000 personnes. Mergui, un jeune chanteur israélien prometteur, assurera la première partie du show. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Stéphane Alix et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Paris 2024, les Jeux Olympiques, 6 novembre 2023. Un champion du monde, David Tissot, Bocuse d'Or, offre son talent pour aider le million d'enfants défavorisés d'Israël. Ne ratez surtout pas le légendaire dîner haute gastronomie de Meir Panim, Kacher Beddin, sous le patronage du grand rabbin de France et les parrainages d'Arthur et Guillaume Gomez, représentants personnels du président de la République, avec de nombreux artistes en exclusivité. Réservation 01 42 25 59 27 et meirpanim.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Stéphane Alix pour ce livre sorti aujourd'hui, La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité aux éditions HarperCollins. Je tiens quand même à spécifier que ce livre, vous l'adressez à quelqu'un qui vous est cher puisqu'il s'agit de votre fils Stéphane Alix. Est-ce que c'était une volonté et un souci justement de transmettre une sérénité à votre fille pour lui dire même si je pars, je serai toujours là, et dire aussi quelque part cette phrase que vous dites dans votre livre, c'est pas dangereux de mourir. C'est sans danger, oui. C'est pas une volonté, c'est plus quelque chose qui s'est installé au fil du temps, parce que quand mon frère est mort, l'oncle de ma fille Luna avait 3 ans et demi, et j'ai voulu l'associer dès le départ à ce moment-là. J'ai pas voulu la maintenir à l'écart. Le jour de l'enterrement, c'était le jour où je revenais moi d'Afghanistan avec le corps. Elle était là, je l'ai pris dans mes bras, elle a assisté à tout ce qui s'est passé. Et dans les années qui ont suivi, quand elle a vu mes enquêtes, j'ai partagé ça avec elle, quand elle m'a livré ses inquiétudes, ses peurs, sa tristesse d'avoir un oncle dont le souvenir commençait à s'effacer, on a beaucoup parlé. Donc j'ai pu me rendre compte au fil des années combien parler de la mort n'est pas quelque chose de morbide, même avec un enfant, et au contraire l'a aidé à se construire. Aujourd'hui, c'est une femme de 26 ans, elle est en paix avec elle-même, et je la trouve très sereine justement dès lors que le sujet de la mort, qu'elle peut aborder parfois avec des amis quand quelqu'un a perdu un proche, combien elle peut être forte, apaisée, tranquille par rapport à cette question-là. Donc c'était comme une évidence que cette synthèse de 15, presque 20 ans d'enquête s'adressait à elle, parce que c'est ce qui s'est passé en réalité en fait. C'est ce qui s'est passé, vous, ces questions, Stéphane Alix, vous les êtes posées après le départ de votre frère et surtout après celui de votre père, l'homme de votre vie, dont vous parlez dans ce livre. Pour répondre à toutes vos interrogations, vous avez parcouru le monde entier, les États-Unis, l'Amazonie, la France. Comment vous avez travaillé et par quel type de rencontres et d'expériences vous êtes passé? Parce qu'il y en a eu. C'est long, hein. Au départ... Mon enquête va prioritairement vers ceux que je considère comme étant des experts du corps humain, du cerveau, donc les neuroscientifiques, les médecins. À cela s'ajoutent tous les témoins que je vais pouvoir rencontrer. Donc tout le champ de la psychologie est aussi prépondérant, parce que quand on entend des histoires de fous, le mieux c'est d'aller demander à des psys si c'est vraiment des histoires de fous ou pas. Donc le monde de la psycho, de la médecine, des neurosciences a été prépondérant. Et puis au bout d'un certain temps... j'ai eu la curiosité d'aller aussi interroger les savoirs traditionnels, les connaissances spirituelles à travers le monde, pour voir si, au-delà des différences culturelles évidentes, il y avait des points communs. Et l'histoire a commencé en fait quand un ami réalisateur m'a parlé du chamanisme amazonien,
et de ce que faisaient les chamans là-bas, à savoir aller dans le monde des esprits pour rencontrer les morts. Je suis parti là-bas parce que je suis assez radical, c'est le mot que j'ai employé au tout début. Pour moi, aucune expérience n'est à éviter. Si je peux y aller, et si je serai suffisamment grand pour me faire mon opinion moi-même. Donc je suis parti en Amazonie pour participer à des cérémonies chamaniques et voir si véritablement on pouvait aller dans le monde des esprits. Alors c'est pas si simple que ça. J'en fais le récit vraiment détaillé dans le livre. Mais en revanche, ce que j'ai découvert en Amazonie, c'est que nous n'étions pas, nous, occidentaux, rationnels et cartésiens, à l'esprit scientifique, nous ne sommes pas les détenteurs uniques de la seule méthode de questionnement du réel. En Amazonie, des gens ont développé depuis des millénaires un autre accès à la connaissance qui leur a permis de survivre, de s'adapter à cet environnement. Une connaissance et des techniques qui nous paraissent extrêmement bizarres et cocasses, où il parle d'esprit de la nature, d'esprit des plantes, d'un monde invisible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces connaissances qu'il rapporte, qui paraissent farfelues, peuvent être encore une fois attestées. Et le chamanisme amazonien, c'est d'abord une médecine. Donc il est étonnant de voir des gens, des chamans, tout nus, ou pas tout nus, mais capables de diagnostiquer précisément de quoi souffre une personne et d'y apporter des remèdes adéquats en disant les obtenir des esprits. Le problème, c'est que ça marche. Donc peut-être que quand ils disent l'obtenir des esprits, ça nous commande, nous, si on veut rester rationnel, d'aller un peu plus loin que de simplement se dire bon, c'est juste une métaphore. Et j'ai envie de dire que vous l'avez recoupé parce que il y a de la Mongolie à l'Amazonie, de l'Himalaya à l'archipel hawaïen, de l'Australie à l'Afrique australe. Tous perpétuent des traditions chamaniques qui consistent à plusieurs choses, mais qui veulent dire la même chose, qui vont dans le même sens. Exactement, et ça c'est un constat que l'on peut faire. La première aspiration spirituelle de l'humanité s'est traduite par des pratiques animistes consistant à induire des états de conscience modifiés pour aller dans un monde spirituel, quel que soit l'endroit sur Terre. Alors justement, c'est ce que vous avez fait vous-même, puisque ça vous a fait aussi travailler sur vous-même, Stéphane Alix. Vous aviez des questionnements, vous cherchiez des réponses, et donc vous avez fait de multiples expériences, notamment avec des techniques psychotropes en Amazonie, pas forcément autorisées en France, ce qui, bien sûr, vous a fait travailler dans les bas-fonds, les tréfonds de vous-même, notamment avec l'ayahuasca. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? On a combien d'heures ? Alors, on n'a pas beaucoup. C'est un sujet qu'on connaît bien parce qu'on en a parlé avec Jonathan Lehmann il y a un an et demi dans cette émission. Donc, il n'est pas tout à fait inconnu, mais comme l'émission est nouvelle et que les auditeurs sont peut-être nouveaux aujourd'hui. L'ayahuasca est une substance psychoactive utilisée par les chamans amazoniens depuis des millénaires pour induire de puissants états de conscience modifiés. Elle contient du DMT, qui est une substance psychédélique, et qui fait par ailleurs, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'essayer, qui fait par ailleurs l'objet de recherches scientifiques et médicales aujourd'hui assez poussées, notamment pour ses usages thérapeutiques. Donc c'est pas une drogue comme ce que l'on qualifie de drogue habituellement, l'héroïne, la cocaïne. C'est pas une substance qui vous rend dépendant, qui vous désocialise. C'est un composant essentiel de la pharmacopée des chamanismes amazoniens, et c'est considéré même au Pérou comme un bien national. Donc, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que la science se penche sur les psychédéliques en général, LSD, mais aussi DMT, pour montrer justement son utilité dans les processus thérapeutiques. Donc c'est une substance qui commence à être même à nouveau légalisée aux États-Unis, en Australie, dans certains pays d'Europe, pour son usage thérapeutique. Donc quand je suis allé là-bas, j'avais aussi ces connaissances en tête. Je savais que j'allais pas me droguer d'une certaine manière. J'ai travaillé dans ma vie d'avant comme reporter sur le trafic d'héroïne entre l'Afghanistan, l'Asie centrale et l'Europe. Je vois les ravages que cette drogue a pu provoquer sur le terrain. Il me serait jamais une seule seconde venu à l'idée d'y toucher. Donc je sais ce que la drogue peut faire comme ravage. Mais l'ayahuasca est vraiment d'une toute autre nature. J'allais vous demander forcément cette question parce que l'ayahuasca, on va très très loin avec. Il vous a permis de revoir votre frère. Vous spoilez un peu le bouquin, là. On va pas tout dire. On va pas tout dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Oui, mais ce qui est important pour moi à dire, oui, effectivement, j'ai vécu des expériences et des expériences extrêmement bouleversantes là-bas. Mais pour moi, ce qui est important de souligner, et vous l'avez rappelé en début de question, c'est que c'est une substance qui est interdite à la consommation en France. Et il y a quand même des raisons valables à cette interdiction. Ce n'est pas une drogue au même titre que la cocaïne ou l'héroïne, mais c'est une substance qui est extrêmement éprouvante, qui, quand elle est utilisée dans un cadre thérapeutique, peut avoir des effets bénéfiques, mais quand elle est utilisée toute seule comme ça pour s'amuser, peut avoir des effets extrêmement néfastes. Donc moi, j'ai utilisé cette voie parce que, encore une fois, je suis radical, parce que j'avais envie de foncer dans toutes les possibilités que m'offraient les rencontres que je faisais.
Mais il existe plein d'autres moyens beaucoup plus doux de sentir ce monde des morts autour de nous. Parmi les moyens plus doux, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas vous l'avez plusieurs fois expérimenté, notamment avec un spécialiste du sujet, comme il y en a pas mal quand ce ne sont pas des charlatans, c'est-à-dire la médiumnité de l'échange entre les vivants et les morts. Vous l'avez expérimenté très sérieusement et vous avez même invoqué votre père, en tout cas avec un test que vous avez fait à sa mort, et vous l'avez fait avec un spécialiste, et ça a été probant. Oui, effectivement, voilà typiquement ma démarche. C'est-à-dire que en tant que journaliste, j'ai questionné, j'ai testé beaucoup de médiums, donc des gens qui prétendent communiquer avec les défunts. Donc il y a différents protocoles qui permettent d'objectiver leur capacité. Et puis quand mon papa est mort, j'ai eu l'idée, peut-être avec lui, peut-être que lui me l'a soufflé de là où il venait de passer, de cacher des objets dans son cercueil et d'aller tester 1 an après différents médiums pour vraiment me faire une idée par moi-même. Donc quand j'ai fait cette expérience-là, j'étais le seul à le dire, je l'ai dit à personne de mon entourage. Et quand je suis allé tester les médiums, je leur ai fait croire que je voulais faire des interviews et que je voulais voir comment se passait une séance comme ça en aveugle. Et effectivement, je raconte ces 6 rendez-vous avec 6 médiums différents dans le livre qui s'appelle Le Test, qui pour moi était le moyen de faire une expérience scientifique. Vraiment, des gens prétendent communiquer avec les défunts. Ok, très bien, j'ai fait un deal avec un défunt. On va voir si ça marche. Et il s'avère que ça a marché, puisque la personne vous a donné les objets que vous aviez cachés dans le cercueil de votre papa, ouais. Et vous avez même été étonné. J'imagine que je ne vais pas vous poser des questions pour aller plus loin, parce que sinon l'expérience est rompue. Si vous voulez vous refaire cet exercice avec quelqu'un d'autre à un autre moment donné, allez savoir. Et puis en fait, tout cela, c'est la preuve que quelque part un autre monde existe, ou qu'un monde avec nous existe, que ces consciences dont vous parlez, qui ne sont pas forcément en rapport avec le cerveau, puisque vous l'avez quelque part démontré, Stéphane Alix, que vous le faites dans votre livre, que ces entités finalement sont peut-être avec nous, et on le voit également avec des contacts spontanés, quand quelqu'un s'en va. Et je suis obligée de faire le lien peut-être compliqué avec Jean-Pierre Elkabbach qui vient de partir. On se dit que peut-être il y a quelque chose de lui que sa famille va ressentir dans les jours où les journalistes qui ont travaillé avec lui dans les radios, dans les endroits télé où il a travaillé. Et on a tous des amis qui ont des histoires. Par exemple, je peux en donner une. Un ami à moi me raconte que son père est mort quelques heures après. Soir de la nuit, on entend ce bruit de chaise roulante qu'il avait tous les jours au quotidien, alors que la chaise roulante est cachée. C'est quand même des histoires dingues que vous avez rencontrées. J'imagine que si vous en parlez, c'est qu'il y en a eu des témoignages. Mais c'est étourdissant. Plus de 50% des gens en deuil vivent ce type d'expérience. Mais en même temps, ça paraît logique. Imaginez ce qui va se passer au moment de votre mort, que je souhaite le plus tard possible, comme la mienne. Qu'est-ce qui va être notre intention à ce moment-là ? Peut-être d'aller dire, mais tout va bien en fait. Tout va bien. Moi, je m'imagine juste m'éteindre avec ma fille peut-être à mon chevet ou mes petits-enfants, parce que ça sera beaucoup plus tard. J'aurais qu'une envie, c'est de leur dire, mais en fait, tout va bien, c'est génial, je suis pas mort, je suis là, vous me voyez pas, mes mains passent à travers vous, mais je suis là. Donc, peut-être que c'est ça l'explication de tous ces signes qui suivent de près un décès que perçoivent tant de gens. Le temps file, Stéphane Alix, et je ne vais pas pouvoir tout dire dans cette émission sur ce très bon livre extrêmement fouillé avec beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire, et des exemples comme nous venons d'évoquer, il y en a beaucoup, notamment au sein de votre famille que vous racontez, mais pas seulement. Est-ce que vous pensez qu'on conscientise, parce qu'on a parlé beaucoup de conscience dans le début de cette émission, trop ou pas assez la mort, et finalement, quelles sont vos certitudes après 15 ans d'enquête ? Vous parliez de preuves tout à l'heure. En fait, on vit, et moi le premier, dans une perception un peu naïve de ce qu'est la preuve scientifique. Les scientifiques ne sont pas une espèce de citadelle de personnes qui sont tous d'accord les uns avec les autres et qui vous assènent les preuves de telle ou telle chose. La preuve, en fait, c'est une notion très mathématique qui ne s'applique pas directement ni aux neurosciences, ni à l'astrophysique, ni à d'autres domaines. Dans ces domaines-là, on parle d'éléments de preuve, c'est-à-dire d'éléments qui permettent de renforcer ou d'affaiblir une hypothèse. Et donc, ce que j'ai fait, moi, en tant que journaliste, j'ai pas découvert la preuve d'une vie après la mort. J'ai accumulé les différents éléments de preuve qui, les uns après les autres, commencent à rendre cette hypothèse que la conscience survit à la mort totalement écrasante et totalement évidente. Qu'est-ce que vous pensez que cela change de savoir tout cela ? Et qu'est-ce que cela pourrait changer de le savoir ? Qu'est-ce que ça change ? Tout. Si notre vie dépasse le cadre de notre existence terrestre, ça veut dire que peut-être la façon dont on se comporte, la façon dont on se conduit ici peut avoir une incidence sur
notre vie future. Ça veut dire que ce qui ressort aussi de cette idée de conscience, c'est que les frontières, les barrières que l'on voit entre nous, moi je suis dans mon corps, vous êtes dans votre corps, il y a pas de choses qui passent entre nous. Finalement, ça c'est une forme d'illusion perceptive. Einstein parlait de l'illusion que notre monde nous laisse croire. Donc, s'il y a un certain niveau de cette conscience et de cette dimension spirituelle, les liens sont plus actifs et les frontières et les distances s'effacent entre les gens. Peut-être que ce que je me fais à quelqu'un d'autre, je le fais aussi à moi-même. Ça ouvre plein de champs que justement les différents courants religieux explorent et on construit dessus des enseignements qui permettent de mettre ça en action dans le monde quotidien. Sachant cela, j'ai très envie de vous interroger sur la réincarnation, mais ce sera pour une autre émission et j'espère pour un prochain livre, j'en suis sûre. Dans cette émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre puisque vous êtes téméraire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Christophe. Il y eut 1001 façons de se mêler de l'affaire Dreyfus pour ceux qui étaient convaincus de l'innocence du capitaine et révoltés par la déferlante d'antisémitisme qui submergeait la France. Par exemple, pour Léon Blum, ce fut l'épanouissement d'une conviction politique, alors qu'il était plutôt un dandy écrivain. Conviction épanouie à la lueur des éclats de Jaurès, mais aussi de l'effroi causé par la dérive du plus talentueux des écrivains de sa génération, Maurice Barrès. Pour Zola, ce fut le sens de l'injustice, la rencontre avec le sénateur Scheurer-Kestner et peut-être aussi la colère devant les écrits abjects de Léon Daudet, le fils de son ami Alphonse. Pour Méliès, le pionnier du cinéma, c'est plus inédit. Méliès trouva dans l'affaire Dreyfus le sujet pour son premier long métrage, c'est-à-dire plus de 10 minutes en images. C'était cela, un long métrage. Eh bien, ce film, muet, sur quelqu'un de condamné au silence par l'armée, c'est-à-dire par la grande muette, cela inspirait, passionnait Méliès. Eh bien, c'est cette étrange histoire parallèle que nous racontent deux jeunes auteurs, Julien Delpech et Alexandre Foulon, à la Comédie Bastille. Zola, Méliès, c'est une sorte de convergence des luttes. Lutte courageuse, lutte terrible, lutte enfin victorieuse. Zola agit par la plume et se retrouve au tribunal, puis en exil. Méliès peine à tourner son film, à le produire, à le monter, puis à le montrer surtout. L'un comme l'autre se retrouvent après de longues années de combats communs mais séparés, à Londres. C'est le refuge de ces deux téméraires qui ont pris tous les risques pour servir la cause de la vérité et de la justice, surtout celui de voir stopper net leur carrière pourtant bien lancée. Londres, refuge. Les Téméraires, c'est d'ailleurs le titre de la pièce, magistralement mise en scène par Charlotte Matzneff, magistralement car la pièce est complexe. Elle mêle la vie privée de Zola, homme à 2 familles, les tournages de cinéma muet, la vie journalistique et littéraire de Paris, la grande histoire aussi. Cette pièce se déroule autour d'un immense bureau qui devient tour à tour une calèche, un salon d'auberge ou un plateau de cinéma. L'action virevolte, elle est servie par une distribution solide que dominent Stéphane Dauch et surtout Romain Lagarde, impressionnant Zola. Les Téméraires, Zola, Méliès, unis pour rendre justice à Dreyfus, c'est à la Comédie Bastille et croyez-moi, il faut y courir. Merci beaucoup Christophe Barbier. Oui, on se disait que le titre Les Téméraires vous allait très bien, Stéphane Alix, pour vous qui avez pas mal voyagé. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback de Stéphanie Ranchevski. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Stéphane Alix. Alors dans cette chronique Flashback, on va parler de vos différents goûts en musique, en littérature, en cinéma. D'abord, il y a Dépêche Mode, ce groupe mythique du rock alternatif des années 80 que vous appréciez particulièrement et qui fait son grand retour. Ils commencent une tournée en Europe en janvier 2024 et ils seront à l'Accor Arena à Paris du 3 au 5 mars. Mais pour l'heure, on va parler d'une chanson que vous aimez également, de Rebecca Del Rio, intitulée No Stars. On écoute un extrait. My dream is to go. C'est trop beau. Alors cette chanson est issue de la série Twin Peaks.
C'est une série culte des années 90 qui commence sur fond d'enquête policière pour savoir qui a bien pu assassiner sauvagement la jeune et belle Laura Palmer, la reine de son lycée. Très rapidement, la série plonge dans une poésie fantastique, le surréalisme, la vision de mœurs étranges, et tout cela sur fond d'humour complètement décalé. Twin Peaks révolutionne l'univers des séries télévisées qu'on va considérer alors pour certaines comme des œuvres d'art. Il faut dire que la série est coécrite et réalisée par l'immense David Lynch. C'est dans la saison 3, sortie 25 ans après la deuxième, du jamais vu dans l'histoire des séries, que l'on retrouve la chanson No Stars de Rebecca Del Rio. Chanson qu'elle a écrite avec David Lynch lui-même et le musicien John Neff. Il y a un petit truc de Marina Kaye, je ne sais pas si vous trouvez dans la voix, je me permets, elle prépare un album, c'était une parenthèse, mais qu'une parenthèse. Voilà, bien vu. Donc Twin Peaks, The Return, garde son acteur fétiche des saisons précédentes, Kyle MacLachlan, et a cette originalité de doter chaque épisode d'un générique de fin différent, mettant en scène à chaque fois un nouveau groupe se produisant dans la même salle de concert. Rebecca Del Rio y chante de sa voix exceptionnelle, No Stars, qui raconte l'histoire d'un rêve où une femme voit les étoiles dans les yeux du partenaire avec qui elle danse et qui veut la rassurer précisément parce que les étoiles sont là. Or, le rêve disparaît et les étoiles avec lui. Peut-être une référence à la relation entre la mort de Laura et la ville de Twin Peaks, dans laquelle les étoiles ont cessé de briller. Flashback, Rebecca Del Rio avait déjà joué et chanté Lorando dans Mulholland Drive de Lynch, scène de concert mémorable où elle s'évanouit alors que sa voix continue a cappella de faire pleurer le public. Encore une manière originale de traiter la disparition où la mort n'est pas qu'un simple anéantissement. Stéphane Alix, ça nous fait vous demander si vous avez découvert cette chanson dans la série ou différemment. J'ai découvert cette chanson dans la série parce que je suis un fan absolu de Lynch. Et effectivement, ce que vous évoquez, c'est-à-dire que chacun des épisodes se termine par un mini-concert de 7-8 minutes. C'est juste une prouesse cinématographique extraordinaire. Et voilà, je recommande, même si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons de Twin Peaks, de regarder la saison dernière. 3 est folle en elle-même et extraordinaire. On va poursuivre avec une autre musique que vous aimez, Blake Shelton, c'est Home. Oui, Blake Shelton est un chanteur américain de musique country, comme l'était d'ailleurs aussi Rebecca Del Rio, qu'on vient d'entendre à ses débuts. Et on écoute tout de suite sa chanson Home. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome. Décrit par le magazine Rolling Stones comme l'une des plus grandes stars de la musique country au cours de la dernière décennie, Blake Shelton a reçu tout au long de sa carrière de très nombreux prix pour ses albums. C'est un musicien qui a plusieurs casquettes. Il a été coach pour The Voice, acteur de son propre rôle au cinéma, homme d'affaires, et il a fait des émissions de TV, voilà, comme vous, Stéphane Alix, c'est ce qu'on appelle une vie bien remplie, très riche. La chanson qu'on est en train d'entendre plutôt, Home, est une sorte de ballade nostalgique. On y voit dans le clip le chanteur jouer de la guitare dans un hôtel parisien luxueux, loin de chez lui. Et la beauté des villes autour de lui semble le laisser indifférent. Il paraît plongé dans une grande solitude, souhaitant avant tout retrouver ce qu'il aime. Cette chanson nostalgique n'est pourtant pas triste et ni pessimiste. On le voit ensuite dans une gare, puis un aéroport, observer, songeur, les retrouvailles de couples ou de familles anonymes. Et à la fin du clip, il retrouve lui-même son amour comme s'il avait réussi à le faire vivre par sa pensée ou par sa musique. Le désir d'un retour au foyer, Home, un classique d'ailleurs de la musique country, on connaît le Take Me Home de John Denver, est aussi une référence à la famille en général. Or, Flashback, Blake Shelton a été marqué, comme vous Stéphane Alix, par une tragédie. Shelton a perdu son grand frère Richie dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 14 ans. Très rapidement, il s'est mis à composer ses premières chansons. Et là, on le voit, la perte d'un être cher, si brutale et définitive soit-elle, peut se transformer en une pensée qui accompagne et finalement encourage l'action, voire la création. La culture occidentale parle, et on en avait déjà parlé, de résilience pour désigner cette capacité à surmonter des chocs traumatiques. Et vous semblez évidemment vous-même, Stéphane Alix, avoir réussi à rebondir après un drame et avoir expérimenté cette drôle de chose qui consiste à changer de vie après un deuil tout en gardant
tout en faisant vivre, ne serait-ce que par la mémoire, ce qui a disparu. Alors Stéphane Alix, on sait que vous aimez un film qui sort bientôt au cinéma qui s'appelle Dune. On aura l'occasion d'en parler dans les semaines qui arrivent parce qu'il ne va pas sortir tout de suite, donc on va se garder ça. Mais on va poursuivre et terminer avec un livre qui semble très important pour vous. C'est Sri Aurobindo, Le secret du Veda, et on tenait à en parler avec vous Stéphanie. Alors, mais qui est donc Sri Aurobindo ? C'est la grande question. Voilà. Alors, Romain de Rolland dit de lui qu'il est le plus profond des penseurs de l'Inde de son temps. Il fut poète, philosophe, révolutionnaire. Flashback. Bien que né à Calcutta, Sri Aurobindo a passé 11 années de sa jeunesse à étudier en Angleterre à Cambridge, car son père voulait l'éloigner de la culture indienne, jugée alors par certains comme inférieure. C'est l'occasion pour lui d'apprendre le latin, le grec, l'allemand et même le français. Mais lorsqu'il revient en Inde, il va étudier la culture hindoue et le sanskrit. Et dans un élan nationaliste, il se met alors à défendre vigoureusement l'indépendance de l'Inde. Ses activités politiques très engagées le conduisent 2 fois en prison. Séjours qui lui ont permis, avant d'être à chaque fois acquitté, de pratiquer la méditation et de réfléchir aux problèmes religieux. Il crée ensuite un ashram, une sorte de monastère, avec d'abord quelques réfugiés politiques, mais qui connaîtra ensuite un grand succès. Alors son livre, Le secret du Veda, commencé en 1914, mais qu'on trouve aujourd'hui publié chez Fayard, propose une interprétation du Veda. Un Veda qui signifie en sanskrit vision, connaissance, et qui désigne cet ensemble de textes sacrés fondateurs de l'hindouisme, dont l'origine fait d'ailleurs encore aujourd'hui l'objet de nombreuses controverses. Dans ces textes, on retrouve des principes tels que la non-violence, principe cher à Gandhi, la recherche de la vérité, la modération, le désintéressement ou encore le refus des possessions inutiles. Et pour nous, qui sommes, il faut bien le dire, assez éloignés de cette sagesse hindouiste, je me suis demandé ce qui pouvait nous relier à elle. Et finalement, j'ai réalisé que le yoga, plus populaire, permet de faire le lien avec cet homme, car Sri Aurobindo était aussi yogi. Nos auditeurs, qui pratiquent le yoga, il y en a sûrement, savent peut-être qu'un yogi est un ascète, quelqu'un qui vit dans le dénuement et qui pratique cet art. Et donc on recommande d'acheter ce livre. Voilà. Qui s'appelle Le secret du Veda aux éditions Fayard. Voilà, et donc Sri Aurobindo a renouvelé complètement le yoga. Il a permis de faire prendre conscience à la fois de son énergie, de l'énergie qui peut passer dans notre corps, mais pour nous pousser à l'action et pour mener même jusqu'à l'engagement politique. Voilà, et il a réussi à nous transmettre ça par sa double culture, puisque c'était à la fois un penseur de l'hindouisme, mais aussi quelqu'un qui était très familier de philosophes comme Hegel ou Bergson. Merci beaucoup Stéphanie Ranchevski pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Vous restez avec nous, on est obligé de passer à la suite, mais merci beaucoup. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre expert Sandy Boulanger pour le portrait de notre invité et puis l'introspection, mais tout de suite c'est la pause suivie du journal de l'info. Restez connectés bien sûr sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Message de François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris. Que cette année 5784 nous offre le bonheur de voir la paix et la fraternité progresser partout dans le monde. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, bonheur et réussite. Que cette année soit douce comme le miel. Shana Tova. Il est 16h passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour à tous. La police a arrêté 5 juifs ultra-orthodoxes soupçonnés d'avoir craché sur des chrétiens à Jérusalem. Ces arrestations interviennent après la fuite dans les médias israéliens hier d'une vidéo choc sur laquelle revient pour nous Pascal Sunshine. Il s'agit de 5 personnes, dont un mineur. Un des suspects a été identifié grâce à la vidéo prise hier quand un groupe de juifs ultra-orthodoxes a croisé des pèlerins chrétiens qui faisaient le parcours du chemin de croix. 3 autres personnes ont été arrêtées ce matin en flagrant délit alors qu'ils crachaient en direction de touristes chrétiens. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Le chef de la police de Jérusalem a d'ailleurs ordonné la mise en place d'une cellule spécifiquement dédiée à enquêter sur ce type d'incident. Ces délits sont qualifiés en agression, mais ils sont très difficiles à établir, évidemment, sans cas de flagrance. La police va donc augmenter ses effectifs et moyens de surveillance pour repérer ce type d'incident. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, veut assouplir les procédures d'ouverture de feu au sein de la police. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview à la 2e chaîne israélienne ce matin. Le ministre, qui s'estime par ailleurs fier d'avoir introduit une loi pour faciliter l'accès des Israéliens aux armes à feu sans ordonnance du tribunal, notait toutefois qu'aucune loi fondamentale n'autorise le port d'une arme en Israël. Le gouvernement israélien serait menacé par les Houthis du Yémen. Le ministère des Affaires étrangères de la milice a publié dans la matinée un communiqué contre l'État hébreu dans lequel il le met en garde contre les violations continues dans les lieux saints de Jérusalem. Des violations qui, selon le mouvement rebelle, exacerbent les conflits dans les territoires arabes et constituent une menace directe à la paix et à la sécurité régionale. Les Houthis affirment que si rien ne change, il pourrait prochainement y avoir une explosion au Moyen-Orient. L'unique synagogue d'Arménie a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi. L'acte a été revendiqué par un groupe se faisant appeler les Jeunes Combattants pour la Liberté de l'Arménie, un groupe qui affirme avoir mené cette action en représailles du soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan. Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées hier soir à Venise en Italie. Un bus qui transportait des touristes, dont des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et a pris feu. L'hypothèse privilégiée de cet accident est pour l'heure celle d'un malaise du conducteur. En France, le gouvernement a acté la dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas. Le mouvement d'extrême droite Civitas va prochainement être dissous pour l'ensemble de son œuvre, a annoncé ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. J'en donne ici quelques extraits. Appel à entrer en guerre contre la République, incitation à recourir à la force pour y parvenir. Civitas considère les droits de l'homme comme des outils de destruction de la civilisation chrétienne. Civitas assure la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français avec des thèses clairement antisémites et islamophobes. Pour l'ensemble de ceci, une procédure de dissolution a donc été actée. Enfin, la remise des prix Nobel continue avec aujourd'hui le prix Nobel de chimie. Il a été décerné à 3 chercheurs basés aux États-Unis pour leur découverte fondamentale dans le domaine des nanotechnologies. Les 3 chercheurs récompensés sont Mounji Bawendi du MIT, Louis Bruce de l'Université de Columbia et Alexei Ekimov qui travaille pour Nanocrystals Technologies. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Stéphane Alix sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Stéphane Alix pour ce livre sorti aujourd'hui. La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité aux éditions HarperCollins. Et tout de suite on va passer à une petite séquence que j'aime beaucoup dans cette émission à Stéphane qui devrait vous plaire aujourd'hui. Mais on va d'abord commencer avec un peu de musique. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. Stéphane Alix, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De toujours s'écouter plutôt que sa voix intérieure plutôt que celle des autres. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? Maintenant. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue, si c'est le cas ? J'ai la prétention de croire que j'ai pas d'erreur aussi magistrale qu'il faille les regretter. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être aussi par peur d'être jugé ? Rien. J'ai toujours fait ce que je avais envie de faire. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? M'écouter. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de vivant ou de souffrant ? Vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Je n'ai aucune idée. La réflexion. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Peut-être une série de mesures pour assouplir notre relation à l'extraordinaire. Par exemple, encourager des recherches sur l'utilisation des médecines thérapeutiques utilisant les psychédéliques. Peut-être assouplir toute une perception erronée que nous avons de l'extraordinaire et notamment quand cet extraordinaire intervient dans le soin et le thérapeutique. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Stéphane Alix ? Que j'ai fait de mon mieux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qu'il y a au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Vous connaissez évidemment tous cette chanson Amsterdam de Jacques Brel et aujourd'hui on a quelqu'un en face de nous. Bonjour Arnaud Ascoy. Eh bien bonjour. Et quelqu'un qui lui ressemble, c'est ce qu'il fallait que je dise. Voilà. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un coup de cœur puisque vous êtes sur scène très bientôt, dimanche 8 octobre à l'Olympia pour La Promesse Brel. D'abord, j'ai envie de vous poser cette question. Comment Brel est rentré dans votre vie ? Brel est rentré dans ma vie, j'allais dire il y a 10 ans. Disons qu'il y a 10 ans, moi j'ai fait sa rencontre. Voilà, au travers d'un CD. Mais c'est une histoire très particulière. C'est une histoire particulière parce que depuis que je suis adolescent, on me pointe du doigt, on chuchote derrière mon dos, on me fait toujours remarquer cette ressemblance avec Jacques Brel. Ça se trouve d'ailleurs quand j'étais adolescent, je lui ressemblais encore davantage. Et puis moi par contre, j'ai fait cette rencontre un petit peu... je vais dire par hasard parce que je sais pas trop quel mot mettre derrière, mais il y a une dizaine d'années où je me suis retrouvé donc avec un CD de Jacques Brel entre les mains et moi qui écrivais de la poésie depuis très très longtemps, j'ai été complètement pris par la beauté des textes, la profondeur, l'interprétation de Jacques Brel aussi, les orchestrations, les arrangements, enfin tout m'a complètement bouleversé dans l'œuvre de Jacques Brel. Et puis je me suis mis à chantonner comme on fait quand on est tout seul et qu'on écoute de la musique. Je me suis aperçu que ma voix se calait assez facilement sur la sienne. Donc le soir même, puisque je rejoins un petit peu
Stéphane Alix dans sa démarche, je dirais. Voilà, ma petite voix intérieure m'a poussé à me plonger dans l'œuvre de Jacques Brel. Donc j'ai fermé la société instantanément, j'ai commencé les cours de chant et 6 mois après j'étais sur scène. Il y avait une société, mais vous étiez surtout inspecteur de police judiciaire. Vous étiez dans les stupes. J'ai été effectivement donc inspecteur de police pendant 15 ans, mais au moment où j'ai découvert Jacques Brel, j'étais détective privé. Détective privé. La police, déjà. Et donc on était très loin de ce que vous avez décidé de faire par la suite. Et vous avez décidé pour démarrer de chanter dans le métro. C'est une excellente idée. J'avais fait un sujet là-dessus et je trouve que c'est assez extraordinaire. Il y a des pépites dans le métro. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont venus ici en coup de cœur, je les ai découverts dans le métro. Et vous avez décidé de chanter Brel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, j'ai pas tout à fait commencé par le métro. J'ai effectivement chanté dans le métro, mais je dirais que mon petit challenge à un moment, quand j'ai eu peut-être une dizaine de chansons à mon répertoire et puis je commençais à avoir une petite technique vocale, je me suis acheté un petit ampli, un petit micro et j'ai commencé à chanter dans la rue, en bas de la rue Mouffetard. Et là, je me suis dit, bon, les gens, ils sont pas là pour toi. Donc, s'ils s'arrêtent, tant mieux. S'ils te complimentent, tant mieux. Si ça fonctionne pas bien, on arrête. Voilà, parce que j'ai des enfants, j'ai des responsabilités familiales et je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Et ça a bien fonctionné quasiment tout de suite. Les gens se demandaient même ce que je faisais dans la rue d'ailleurs. Ils me disaient, mais vous êtes un professionnel, vous venez vous amuser dans la rue, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis voilà, ça a fonctionné. Je repartais avec mon petit bol, avec mes petits 80 € en général, en 1 heure. Et voilà, quand on chante dans la rue, après on commence à faire des rencontres et puis de fil en aiguille, me voilà chez vous. Exactement, vous êtes chez nous et vous avez eu la chance, alors je réinsiste sur le métro, d'être repéré par quand même votre producteur Pierre-Nicolas Cléré, c'est bien pour cela que j'ai insisté. Aujourd'hui on vous retrouve sur scène, vous partez également en tournée le 8 octobre, donc date veille d'anniversaire, j'ai envie de dire, du décès de Jacques Brel. Vous êtes sur scène à l'Olympia, vous allez enchaîner avec pas mal d'autres dates, on écoute un petit teasing et on revient. Ok. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. T'as voulu voir Vierze, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur, et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg, et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, et on a vu ta mère. Comme toujours, ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Pougnat, tu peux garder ton vin ce soir. Je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non, ce soir je repars au combat. Maudite Mathilde, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. France 2 dit dans la salle, je ne savais plus si j'étais devant une image d'archive de Jacques Brel ou si j'étais en train de voir un spectacle vivant. Le Figaro titre accompagné à l'accordéon par Roland Romanelli, dont nous allons parler dans un instant, et au violoncelle par Jean-Philippe Audin. Il offre une interprétation magistrale. Il chante avec son corps. Alors forcément, ça se raconte. Qui est ce monsieur Romanelli ? C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Pierre-Nicolas Cléré, c'est plutôt lui qui m'a rencontré dans le métro d'ailleurs, mais bon, on a convenu d'un rendez-vous dans ses bureaux et au terme de ce premier entretien, il m'a dit c'est quoi ton rêve ? Voilà, donc je lui ai répondu moi mon rêve c'est de refaire le dernier Olympia de Brel à l'Olympia. Et là il m'a tendu la main et il m'a dit écoute, je vais tout faire pour t'emmener jusqu'à l'Olympia et pour ça, je vais t'entourer de ce qui se fait de mieux. Et au niveau du piano et de l'accordéon, ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là, c'est Roland Romanelli, qui a accompagné la chanteuse Barbara pendant plus de 20 ans, qui a vécu avec elle aussi pendant plusieurs années. Et donc voilà, j'ai la chance d'avoir Roland Romanelli à mes côtés, qui a donc réarrangé les 17 ou 18 titres de Jacques Brel. Et puis au violoncelle, c'est Jean-Philippe Audin, qui est juste magistral, c'est un virtuose. Il avait été d'ailleurs numéro 1 au top 50 dans les années 90 avec le duo Ocarina, avec la flûte de Pan. Je sais
sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il y avait une fuite de points, violoncelle, c'était Jean-Philippe Audin. Voilà, il sait tout faire avec son violoncelle. Cher Arnaud, Ascoy, ça s'explique aussi. Pourquoi Ascoy ? Mais Ascoy, c'était le nom du bateau de Jacques Brel, avec lequel il est allé jusqu'aux îles Marquises, qu'il a revendu une fois arrivé là-bas. Et ce bateau est passé de main en main. Il a fini échoué sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi je précise ça ? Parce qu'il est en rénovation depuis une quinzaine d'années et il reprend la mer l'année prochaine. C'était l'un des plus beaux yachts du monde dans les années 60, c'est pour ça que j'insiste un peu. Donc moi je suis bien entendu de très près le projet, puisque j'ai fait plusieurs concerts bénévoles au pied du bateau pour ramener un petit peu de sous, pour réparer tout ça. Cher Arnaud, nous sommes 45 ans après la mort de Jacques Brel, 25 millions d'albums vendus. Le vôtre aujourd'hui, La Promesse Brel, c'est un live que vous mettez sur CD, qu'on peut se procurer, j'imagine, sur les plateformes, j'imagine qu'il y est, mais aussi en physique, puisque je l'ai dans les mains, donc on peut se le procurer dans les magasins. Vous serez en tournée, donc je le répète, le 8 octobre à Paris à l'Olympia, puis vous allez enchaîner le 14 à Élancourt, et puis au mois de novembre, vous serez à Livry-Gargan, à Rennes, à Loudéac, à Pau, Dunkerque, Liège, et puis d'autres dates également vont suivre, et d'autres dates l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? En fait, on a fait une 50aine de dates à Paris. Là, on clôture une 50aine de dates en province aussi. Donc cet Olympia, il vient justement clôturer un petit peu cette première partie de tournée. Et puis on repart donc après avec cette fois encore la France. Mais ce coup-ci, on va un petit peu en Belgique, on va un petit peu en Suisse et on est en discussion pour le Canada. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'aller en Israël, dans les pays du Maghreb, au Japon, partout où on aime Jacques Brel. En Israël, on peut essayer de se débrouiller pour Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Ascoy. La Promesse Brel, je le répète, merci. Et puis j'ai envie de terminer avec une petite citation faite dans la presse, où on dit qu'en effet, vous êtes les traits, le débit, la signature vocale, la ressemblance avec Brel est frappante. Télérama dit ça, et quand c'est Télérama, ça vaut les 4 T, évidemment. Merci beaucoup Arnaud d'être venu nous voir, et puis une très belle continuité évidemment en refaisant vivre Brel pour nous faire plaisir, un petit peu de musique, et puis on passe à la suite de cette émission. Merci encore. Merci beaucoup en tout cas. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Couignard, tu peux garder ton vin ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas dans ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te v'là. Et puis Stéphane Alix, vous êtes en train de nous confier quelque chose avec Brel. On reprend l'antenne parce que ça se raconte à l'antenne. Il y a souvent des synchronicités entre le coup de cœur et l'invité qui est avec nous pendant 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brel ? Oui, Brel faisait partie de mes grandes émotions adolescentes. Dans ma première chambre de bonne, quand j'habitais à Paris, avant même de partir en Afghanistan, j'écoutais beaucoup de choses, dont Brel, qui meublait mes nuits de plein d'émotions. C'est avec un grand bonheur qu'on continue à écouter avec toute cette émotion. Puisque te v'là. Et vous même. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, cher Stéphane Alix. Et donc, c'est votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Alors, bien sûr, je suis ravie d'être en face de vous aujourd'hui. Et j'avais quand même envie de souligner effectivement cette belle synchronicité du coup de cœur de Cyrielle avec vous aujourd'hui, parce que Arnaud, vous avez eu quand même un début de carrière assez extraordinaire. Oui. Ouais. Oui. Mais parce que vous aussi, Stéphane Alix, vous avez une vie extraordinaire, et ça fait 20 ans maintenant que vous faites tout pour nous le partager, nous prouver que d'autres façons de réfléchir et de penser existent. Alors nous allons revenir au début, toujours le début propre et cher à Cyrielle. Vous nous avez partagé 3 mots pour vous décrire: ténacité, radicalité et joie. On va voir comment on va vous retrouver tout au long de ces 3 mots dans cette interview longue et passionnante que vous nous avez offerte.
Dès le début, vous dites que nous pouvons avoir des sponsors positifs pour favoriser la résilience. Vous, ce sont vos parents qui ont été ces sponsors pour vous. Et tôt, vous devenez un tisserand du lien, un résilient aux multiples réalités universelles. Curieux, sensible au subtil, vous ressentez la première fois en interviewant un lama et puis la deuxième fois au décès de votre frère. 20 ans d'investigation folle, avez-vous dit. Mais c'est mignon parce que dans votre bouche, folle, c'est pas du tout péjoratif. Ça donne même envie de partir au bout du monde et au bout de la vie avec vous quand vous dites ça. Parce que vous êtes comme un feu d'artifice. On sent cette énergie chez vous de vouloir comprendre, surtout de mettre du sens en questionnant, pour y trouver non pas des réponses, mais d'autres questions dans d'autres dimensions qui nous élèvent, ce qui est très cher bien sûr à nous tous ici et aux auditeurs. C'est exactement une façon de penser que nous pouvons tous partager. Et puis vous nous avez emmenés dans de nombreux espaces spirituels, de physique quantique, mais aussi affectifs et sensibles, si on écoutait bien. Vous êtes passionné aussi, et vous avez de grands yeux quand vous nous partagez justement ces sujets d'investigation et ces sujets passionnants que vous vivez et que vous avez vécus. Vous nous dites que ce n'est pas dangereux de mourir, mais en fait, vous nous avez même donné envie de croire que c'est aussi merveilleux de vivre, surtout quand on est en paix avec la mort, avec sa propre mort. Ce qui est enseigné depuis longtemps chez les Égyptiens et les Tibétains dans le Bardo Thodol par exemple. Eh bien aujourd'hui, vous nous avez fait une belle démonstration aussi, de façon très simple mais de façon très éclairée, que finalement, envisager sa mort, c'est bien vivre sa vie. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à bien s'y mettre, effectivement. Vous êtes un psychonaute, avez-vous dit, un explorateur de la conscience, mais je crois du lien aussi. Vous avez parlé beaucoup du cerveau, des expériences, mais moi j'ai senti aussi beaucoup cette relation au cœur, au lien. Vous foncez dans les expériences radicalement. Bah oui, vous nous avez parlé de radicalité, hein. Mais joyeusement aussi quand même. Vous avez toujours un peu ce sourire d'un enfant qui nourrit les canards. C'est assez fabuleux. Cette joie comme ça, éternelle, sans fin. C'est trop joli. Vous tenez à rester critique dans toutes les expériences que vous avez faites, tout en étant quand même sensible, sincère et ouvert. C'est quand même comme assez rare quand on est dans un esprit comme ça scientifique et cartésien, d'avoir aussi cette possibilité de changer de dimension et de rester toujours à l'épreuve de comment est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire et où on en est. Vous nous avez dit quelque chose d'assez fort. Vous dites que si vous pensez que les défunts souhaitent nous dire quelque chose, c'est tout va bien. Ouais, vous êtes joyeux, hein. Vous revisitez les éléments de preuve scientifique justement de la conscience dans la mort pour avoir à cœur de bien vivre sa vie et arriver peut-être dans l'autre, je ne sais pas, le cœur ouvert, mais surtout pour abaisser les barrières entre nous, ici. Du lien du cœur encore, là. Alors, vous faites réagir sur le Facebook Live, bien sûr, tout le monde a envie de répondre, de questionner, mais du coup, nous aussi, à la radio, vous nous faites poser plein de questions, vous créez le débat, l'envie d'échanger, de changer peut-être, mais pas pour être quelqu'un d'autre, mais dans d'autres dimensions aussi, c'est toujours soi, là, mais ailleurs quand même. Alors Stéphane, bien sûr, ne changez rien, vous avez raison. Et puis on vous écoute, on va s'écouter nous aussi. Et puis on va faire ce qu'on a envie de faire parce que ça vous va bien et ça vous a réussi. Vous êtes pudique, hein, me semble-t-il, très pudique. Mais vous semblez quand même vibrer de 1000 feux et surtout de 1000 couleurs. Alors au fond, dans l'intime, j'ai envie de vous dire, chanceux sont ceux qui y ont accès. Parce que ça doit être vraiment délicieux, effectivement, de vous rencontrer dans ces espaces-là. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé des bouts de vous, ici, avec sincérité et authenticité. J'ai envie de vous dire longue vie à vous, et peut-être à ailleurs, un jour, qui sait. Merci beaucoup, c'est extrêmement touchant. Et merci à vous, Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Stéphane Alix. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour ce livre sorti aujourd'hui. La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient.
Merci à vous de cette écoute et de m'avoir donné cet espace, parce que je pense qu'effectivement, à l'image de ce que j'ai pu transmettre à ma fille, parler de ces sujets, parler de la mort, c'est pas morbide et au contraire ça aide à vivre, comme vous l'avez si bien dit. Donc merci de cet espace que vous m'avez offert. Et parler peut-être aussi de la vie après la vie. Merci Stéphane Alix, merci à l'artiste Arnaud Ascoy d'avoir été mon coup de cœur du jour aujourd'hui, à retrouver dans La Promesse Brel le 8 octobre à l'Olympia et puis en tournée. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud aujourd'hui. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec un tout autre univers. David Voinzon, tout fou, vous allez voir, c'est extraordinaire. À demain, belle journée à tous sur Radio J. A voulu voir Vierzon.